Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour Olivier, je suis ravie de t'accueillir, mais de venir jusqu'à toi pour enregistrer cet épisode. Merci beaucoup pour le temps que tu m'accordes. Et puis, je pense qu'il n'y a rien de tel que la personne pour se présenter elle-même. Alors, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Oui, alors, pour notre propos d'aujourd'hui, je vais pas tout dire, hein, mais je vais choisir ce qui est le plus adapté. Disons que ce qui est intéressant de voir, c'est que moi, je suis d'abord médecin psychiatre, donc j'ai fait des études en médecine. Donc j'ai été élevé, et même je dirais déformé, dans un contexte très matérialiste, hein, disant que le cerveau crée la conscience et que la matière crée la conscience et que du coup, quand le cerveau meurt, tout meurt et il n'y a rien après après la vie, quoi, on va dire. Et ça, c'est indiscutable pour la médecine classique matérialiste, hein. Et évidemment, ça ne va pas du tout dans le sens de ce qui a été repéré, étudié, même cross-validé, enfin, par convergence entre différentes approches, de ce qui est de la conscience qui persiste, une conscience individuelle, ou une partie de la conscience individuelle qui persiste après la mort du corps. Et que la conscience dans l'univers est primaire de cette conscience avec un C majuscule, cette matrice unicitaire originelle, naissent toutes les formes. La conscience informe, IN-forme, elle met en forme. La matière est un des états possibles, un des états particuliers de la conscience. Un état plutôt figé, un état plutôt limité d'ailleurs. Dès qu'on s'éloigne un peu de la matière et de son attirance, qu'on va dans des états élargis de la conscience, on s'aperçoit que c'est là qu'il se passe le maximum de choses qui ont un sens, c'est dans ces espaces de conscience. Ouais. Et justement, tu cites plusieurs fois le mot conscience. Comment on pourrait le définir peut-être ? J'allais dire assez simplement. Comment définir simplement et facilement quelque chose qui est aussi grand peut-être pour les auditeurs et auditrices pour que ce soit peut-être clair, ou du moins qu'on parle le même langage, on va dire. Là, tu commences par l'essentiel, le plus difficile. Je me doute. Parce que la conscience, c'est une substance immatérielle. Certains diraient c'est la substance avec un S comme Spinoza, avec un S majuscule, qui a deux faces au moins, que nous on appréhende, c'est la matière et l'esprit. Mais ce sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. D'accord. Ils co-occurrent, c'est-à-dire ils surviennent en même temps. Quand la conscience, le champ de conscience universel bouge, ou émet une intention, c'est comme sur un océan qui est complètement plat, il y a une petite ridule qui se fait, un petit tourbillon, qui se particularise, se singularise, prend momentanément une forme apparemment distincte, mais qui est très éphémère, parce que cette forme peut se défaire et revenir à l'océan. Quand l'océan ne bouge plus, quand la conscience n'est même plus conscience d'elle-même, parce qu'elle est parfaitement calme, parfaitement sans but, D'accord. parfaitement dans une sorte de bonheur, ananda, diraient les hindous, d'être soi, avec un S majuscule. Quand elle ne produit plus de forme, qu'elle retourne à l'informe, alors elle devient presque plus conscience d'elle-même. Donc pour prendre conscience d'elle-même, elle a besoin de créer une autre chose qu'elle-même momentanée. Hein. C'est un miroir qu'elle se tend pour se regarder, des formes qu'elle va incarner, qu'elle va pénétrer, avec lesquelles elle va jouer, pour voir autre chose qu'elle. C'est pas vraiment autre chose, c'est celle qu'ils a créée. Donc ça, c'est quand même un regard qui est plus ouvert, on va dire, que comme tu disais, la médecine, qui est quelque chose qui est plus conventionné, si je peux le dire comme ça. Parce que les champs de conscience expriment beaucoup de choses, expliquent et expriment beaucoup de choses. Tout est une question de champ dans l'univers. CHAMP, mais aussi CHANT avec les sons et les vibrations, mais de champ déjà. Le champ, alors il y en a qui vont dire c'est des ondes scalaires, c'est un champ quantique, c'est un champ électromagnétique, c'est un champ tout ce que tu veux. En tout cas, par exemple en biologie, avec Rupert Sheldrake, qui est un biologiste mondialement connu, il a montré que ce qui donne la forme au corps, c'était pas dans les cellules, elles n'ont pas le plan pour ça. Elles ont le plan pour leur fonctionnement l'une à côté de l'autre, ou intrinsèque, mais elles n'ont pas le plan comme l'architecte
qui dit, voilà, quand un lézard se coupe la queue, ça repousse comme ça. Il n'y a rien qui peut... Sinon, des champs invisibles qui contiennent des informations sur la forme qui va être donnée à la matière et qui modèlent la matière. Et ces champs, quand il y a des apprentissages, la mémoire ne va pas dans le cerveau, elle va dans ces champs. Ces champs se servent du cerveau pour être rappelés à la mémoire. Ouais. Hein, mais c'est pas le cerveau qui crée le champ de conscience et l'information et le souvenir. C'est un peu comme quand tu vas sur YouTube, c'est à partir de ton clavier de ton ordinateur que tu vas chercher l'adresse et que tu as le document. Mais le document n'était pas dans ton ordinateur. Il était dans un champ, un cloud d'ailleurs, on appelle ça un nuage, mais en fait c'est un champ. Et donc, toi, le cerveau, dans la métaphore, l'ordinateur, t'as uniquement servi à avoir le code d'accès pour télécharger ces informations, ces champs de conscience qui viennent t'influencer et qui utilisent le cerveau eux aussi pour agir sur la matière. Le cerveau, c'est un peu un transmetteur, un récepteur transducteur et en même temps un filtre. Un filtre, c'est-à-dire qui permet parmi tous les champs autour de toi, d'utiliser que ceux utiles pour la survie terrestre ou pertinents pour la tâche que tu es en train de faire, en état de conscience rétréci, parce que l'état ordinaire de conscience, c'est un état rétréci en fait. Hein. C'est pas un état naturel du tout. Quand on dit état altéré de la conscience, c'est faux. C'est là en ce moment qu'on a des états altérés. Mais quand on ouvre le champ de conscience qui s'élargit et qui revient, comme la vague revient à l'océan pour se fondre, là il retrouve plein de capacités. La conscience, c'est énergie, vibration, information. C'est lumière, amour et information aussi, là encore. C'est une capacité à se connaître soi-même, à se goûter soi-même et à prendre conscience d'eux et donc à élargir les possibles qu'il y a autour de la matière. Ouais, bien sûr. Enfin, bref, à créer là où ça devrait être figé et ça devrait être complètement conditionné. À déconditionner, inconditionné. Donc, c'est un peu comme l'amour inconditionnel par rapport à l'amour. Alors je reviens à ce que tu me posais comme question, parce que j'ai fait pas mal de digressions. J'aime bien les digressions, je te le disais en amont. Mais je voudrais bien pour que les gens ne soient pas frustrés que tu répondes à la question. Parce que je déteste les gens qui font des digressions et qui laissent en arrière moi j'ai trop tendance à le faire. Alors c'était quoi la digression? J'étais parti de la notion la conscience, de conscience. C'était la conscience. Ouais. Ah oui, donc on peut dire tout à fait que la conscience, quand elle est plate, avec un grand C, quand elle est comme l'océan, qui est sans intention, sans mouvement, sans désir, complètement calme, elle a presque plus conscience d'elle-même. Pour qu'elle ait conscience, il faut qu'il y ait un petit événement, un micro-événement. Alors ça peut être une petite pliure, un petit tourbillon, une petite conscience individuelle qui commence à se dissocier et s'individualiser par rapport à la grande conscience. Un peu comme un cône, tu sais, c'est comme s'il y avait le tourbillon, t'as l'eau du tourbillon. Le tourbillon a une forme, t'as l'impression que c'est plus la mer. Mais si, c'est la mer, parce que sa forme, elle est faite d'eau, ses parois. Quand tu es au fond du tourbillon, il y a plein de réflexions qui sont alors, dans tous les sens du terme, hein, des réflexions, le mental, et puis comme des miroirs qui sont face à face l'un l'autre. Après, ils se renvoient à l'infini des plein de miroirs, tu sais. Ben, ça fait plein de pensées, ça fait plein de réflexions. Et plus tu remontes haut dans le tourbillon, plus tu reviens à la mer qui l'a créé, plus ça s'évase, le tourbillon. Et moins il y a de réflexion, parce que les miroirs sont plus l'un en face de l'autre. Donc il y a moins de mental, moins d'agitation. Le corps se détend, le cœur s'ouvre, le mental se calme, et là tu reviens à l'océan primitif. Tu vois, c'est un peu l'image que j'ai bien à voir, c'est que la conscience individuelle est à la grande conscience cosmique fondatrice, ce que le petit tourbillon est à l'océan ou au fleuve, tu vois. J'aime bien cette notion de conscience individuelle parce que ça montre qu'il y a quelque chose de plus global, comme tu viens aussi de le dire. Et dans certains enseignements bouddhistes, moi j'ai déjà entendu cette métaphore et du coup tu vas me dire si elle résonne pour toi et si elle fait sens. On parle parfois d'un voyageur qui va d'hôtel en hôtel. Et finalement, la conscience reste la même entre différents hôtels et les différents hôtels dans cette métaphore sont les différents corps dans les différentes vies. Est-ce que du coup ça fait écho avec ce que tu dis? Imagé d'une autre manière, mais... Il y a la même métaphore bouddhiste, ça revient au même. C'est que la conscience, c'est comme une flamme qui passe de bougie en bougie. Donc on peut donner différentes métaphores qui permettent de montrer que finalement, cette conscience, elle s'individualise, mais elle est à chaque fois différente, bien entendu, mais en même temps similaire. Il y a toujours quelque chose qui reste en fond dans chaque hôtel, dans chaque flamme de bougie, mais en même temps quelque chose qui est similaire. Ça fait sens dit comme ça? C'est juste... Oui, alors il y a plein de nuances à donner à cette définition, parce que c'est la conscience en passant de bougie en bougie ou bien d'hôtel en hôtel, elle acquiert encore plus de conscience et d'information. La conscience, ce qu'elle aime faire, c'est créer de la conscience. La conscience aime la conscience. La conscience cherche la conscience.
Donc plus tu invites la conscience en mettant un peu de conscience dans ton corps, plus le vaste champ de la conscience est appelé et dit oh t'inquiète pas, on va te joindre. Plus tu deviens un canal de quelque chose qui est appelé par ta prise de conscience ou ta volonté de prendre conscience de. Ouais. Et du coup, dans ce qu'on dit là, il y a forcément cette notion d'autel en autel ou de bougie en bougie. Il y a cette notion de mort entre les Oui, sauf que les ce qui deux. va, tu vois, on pourrait dire oui, mais alors cette flamme un jour elle pourrait s'éteindre parce que Ouais. mettons qu'on ne transmet pas la bougie, on arrête. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, il est impossible d'éteindre parce qu'elle est à l'origine de tout. Elle n'a pas de début, pas de commencement. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, tu as cette notion de sans début et sans fin. Vie, mort et renaissance. Qui peut mourir, s'anéantir et renaître à volonté avec selon son propre déterminisme. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être dans le néant, puis ensuite être dans le tout. Être le rien, puis être l'absolu. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a ni début ni fin, ne peut pas mourir. Donc là, dans la métaphore, il faudrait créer l'image d'une flamme qui, certes, va de bougie en bougie, mais qui, s'il n'y avait pas de bougie, vivrait toute seule. Ouais. Certes, qui va d'autel en autel, mais qui, sans autel, pourrait très bien survivre et n'a pas besoin d'hôtel en réalité. Oui, parfois on manque de mots pour décrire certaines situations et du coup, donc il y a forcément cette notion de mort qui vient la vie après la mort. C'est quelque chose que tu as quand même pas mal étudié et approfondi. C'est pas une mort, hein, c'est une transformation. Tu vois, on disait toujours Lavoisier disait, ou je sais plus si c'était Lavoisier, on disait toujours rien ne meurt. Rien ne se perd, tout se transforme. Oui, mais ça on pourrait dire rien ne meurt, rien ne naît, tout se transforme quoi. C'est vrai. Et c'est uniquement les métamorphoses successives de la grande conscience qui prend des formes particulières les unes après les autres pour faire différents types d'expériences d'elle-même à travers ces formes qu'elle crée. On est la conscience qui traverse ce petit bout de matière-là et qui en tire des informations de ce qu'elle vit comme émotion, cette matière-là, de ce qu'elle vit comme perception, et qui réinjecte tout ça dans son grand pool de connaissances et d'expériences et de joie d'expérimenter, de joie d'être, parce qu'elle, Satchitananda, hein, qui est paix, félicité et connaissance, quoi. Et conscience, prise de conscience. Donc, pourquoi j'en parlais de ça? La notion de la mort, et où tu dis oui, finalement... donc la mort, c'est un mot pratiquement qui ne devrait pas exister, parce qu'il ne veut rien dire, en fait. Tu dirais quoi à la place? Transformation, comme tu viens alors, de il y en a qui vont dire passage. Ouais, passage, d'un transformation. état de conscience très rétréci à un état de conscience élargi. Ouais. La naissance étant l'inverse, le passage d'un état de conscience très élargi à un état de conscience très rétréci. Donc, voilà, changement d'état de conscience, hein, transformation. Okay. Mais mort, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Ça ne peut pas. En tout cas, par rapport à la conscience qui est sans limite, infinie dans le temps comme dans l'espace, qui infiltre tout, qui est à l'origine de tout et tout, c'est pas possible, il n'y a pas de fin. Donc s'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mort. J'ai une question qui me vient et je pense à laquelle tu as déjà dû être confronté, j'imagine, peut-être de nombreuses fois, que ce soit peut-être par des confrères, consoeurs ou par des citoyens, citoyennes, mais comme tu le disais, tu viens de base d'un milieu qui est scientifique avec ce côté psychiatre. J'imagine très bien, parce que même parfois, quand moi j'en parle, on me dit « Bah ouais, mais il n'y a pas de preuves. » On amène souvent ce côté-là très rationnel. Si peut-être il y a des personnes qui se posent la question en disant « Bah ouais, mais c'est à l'origine de tout et tout. Ok, je veux bien, mais comment j'adhère à ces choses-là ?» Ceux qui disent ça oublient qu'eux non plus n'ont pas de preuves. Le matérialiste, quand il dit « il n'y a rien après la mort », il n'a pas de preuves. Il n'a pas de preuve. Quelle preuve il a? Donc finalement, personne n'a de preuve et libre à chacun et chacune de croire ce qu'il souhaite. Et la preuve de l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Parce que c'est très difficile d'avoir des preuves en science. Souvent, ce qui est prouvé, validé et tout, 100 ans après, ne l'est plus. Même dans un courant de science matérialiste. Ouais. Les choses changent, évoluent, les modèles eux-mêmes évoluent. La façon dont on conçoit la nature de la réalité évolue. On ne fait plus les mêmes expériences avec la matière, et donc elle nous donne d'autres réponses. Il n'y a rien qui est définitif. Non, mais il y a ce qu'on appelle le bon sens. C'est-à-dire quand tu regardes ce qu'on appelle la science post-matérialiste, c'est-à-dire la science qui s'intéresse au phénomène de conscience élargie, notamment, au pouvoir de la conscience non locale, indépendante du temps et de l'espace, etc. C'est une méthode c'est une méthode scientifique parce qu'elle utilise les méthodes de création d'hypothèses, de test d'hypothèses, puis ensuite de validation ou invalidation d'hypothèses, changement du modèle s'il y a besoin, etc. Donc elle est très scientifique. Ouais. Sauf qu'elle a un postulat non matérialiste. C'est-à-dire que pour elle, la conscience est première. Donc c'est un point de départ différent. Chacun a son dogme, le matérialisme ou le post-matérialisme. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de confronter les faits. Et dans les faits,
La science post-matérialiste l'emporte haut la main sur la science matérialiste pour expliquer plein de phénomènes dits extraordinaires, mais qui ne sont pas quand on les considère sous l'angle de la conscience première, mais qui le sont pour le matérialiste, parce qu'il lui, il peut rien expliquer. Et il y a un principe, on dit le principe du rasoir d'Occam, qui est dans la science, quand tu as deux hypothèses, ou plusieurs, il faut d'abord étudier et sérieusement et prendre comme valable potentiellement l'hypothèse la plus simple qui résume le plus de faits. Or, l'hypothèse la plus simple qui résume le plus de faits, quand tu regardes tous les phénomènes périmortels, juste avant la mort, pendant la mort, après la mort, tout ce qui était réuni, la façon la plus simple et la plus inclusive d'expliquer tout, c'est le post-matérialisme. Hein, la conscience est première. Notamment par les EMI, pour ne citer les EMI, qu'un seul exemple. Au moment de la mort, mais près de la mort, avant la mort, c'est ce qu'on appelle l'expérience de vision des agonisants, ou de conscience accrue à l'orée de la mort, ou de lucidité terminale. Pendant la mort, il y a les EMI, où il y a les expériences de mort partagées aussi, c'est-à-dire des gens qui vivent en étant près d'un mourant la même expérience que lui, alors qu'ils vont très bien. Il y a, après la mort, il y a les expériences de contact avec les défunts par des médiums triés sur le volet dans des protocoles très scientifiques, ou tous les travaux sur les expériences, sur les vies antérieures, les expériences subjectives de vie antérieure de Stevenson, entre autres, Tucker, etc. Il y a plein comme ça j'en oublie, hein, d'expériences qui convergent. C'est-à-dire que les résultats convergent. Donc, c'est pas une preuve absolue. Parce que de toute façon, on peut pas prouver le contraire non plus. C'est le fait que, l'hypothèse qui est la plus crédible, qui résume le plus de choses de façon la plus simple, et qui voit les faits converger vers elle, c'est l'hypothèse post-matérialiste. Donc quand les gens te disent « t'as pas de preuves », non, mais cette hypothèse-là est plus crédible que l'autre, largement plus crédible que l'autre. Sinon, le matérialiste ne peut pas du tout expliquer ce qui se passe pendant l'expérience de mort imminente. Comment se fait-il que, puisque soi-disant le cerveau crée la conscience, quand le cerveau est gravement atteint, voire est en arrêt de fonctionnement total momentané, avant d'être relancé comme on relance un cœur avec un choc, comment se fait-il que la conscience, loin d'être amoindrie ou d'être omnubulée ou d'être distordue, elle devient claire, lucide, intelligente, capable de raisonnement, de perception extrasensorielle, qui seront vérifiées après quand la personne reviendra à la vie et qu'elle en parlera, de changements psychiques et physiques, parfois des guérisons miraculeuses pendant l'expérience de mort imminente, qu'on ne peut pas expliquer. Ouais, c'est vraiment cette notion où la conscience, elle s'ouvre, comme tu disais tout à l'heure. L'hypermnésie, qui est capable de voir toute la vie défiler en empathie avec ce qui s'est passé, voir que c'était l'amour qui était important là-dedans. Enfin, une 5 minutes therapy, comme dirait Raymond Moody, qui avait créé le terme d'expérience de mort imminente. Il dit une psychothérapie en 5 minutes, qui va changer complètement en bien la vie des individus. Donc cet aspect extraordinaire de la conscience apparaît quand le cerveau dysfonctionne. Apparaît justement quand le cerveau ne peut plus jouer son rôle de filtre. Parce que c'est ça que je disais, on disait que le cerveau est un filtre. Donc là, le filtre est déchiré par le fait que le cerveau est hors d'usage. Donc la personne reçoit, avec sa petite conscience individuelle, plein d'informations de la grande conscience. Elle est plongée dans la grande conscience. Et je disais aussi, c'est un récepteur transducteur. C'est-à-dire qu'en fait, un transducteur, c'est quoi ? C'est quelque chose qui traduit un système physique en un autre. Par exemple, dans un poste de radio, c'est des ondes électromagnétiques en ondes sonores, en vibrations, pour que ce soit entendu par l'oreille. Donc, c'est pas le transducteur-récepteur qui crée l'information. Si ton poste de radio, tu le casses, l'émission, elle existe toujours. Simplement, elle est plus reçue par ton cerveau, ton poste de radio, mais le programme existe bien. Si tu ouvres le poste de radio, tu vas pas trouver l'orchestre qui joue. L'orchestre, il est ailleurs. Donc, c'est pas en ouvrant le cerveau que tu vas découvrir le siège de la conscience. Mais finalement, dans ce que tu dis, on se rend bien compte que le cerveau limite notre conscience. Il vient réduire quelque chose. Aldous Huxley, le grand écrivain britannique, appelait ça une valve de réduction. Il transforme l'immense mer, l'océan de la conscience, en petit filet d'eau. Donc il canalise. Tout à fait. Et du coup, quand on va vers ces états modifiés de conscience qui, comme on voit, élargissent cette conscience, qu'est-ce qu'on peut comprendre, découvrir ou apprendre justement peut-être sur la vie, parce que pour moi, vie et mort sont les deux faces d'une seule et même pièce, et sur cette notion de mort, comme on a dit, qui peut être associée à l'aspect de passage, de transformation. Qu'est-ce que ça nous apporte en réalité ? Qu'est-ce que tu as pu voir à travers toi, tes recherches ? Dans les états d'énergie de conscience, qui soient dus à la méditation, qui soient dus au yoga, qui soient dus au psychédélique, qui soient dus à des expériences spontanées, parce qu'il y a des fois des gens ont des expériences de grâce spontanées, font des expériences spirituelles majeures, sans jamais s'y être entraînés, sans jamais s'y être entendus. Ça peut être lors d'un accident, par exemple, physique, justement. L'expérience de mort imminente, c'est souvent lors des accidents inattendus. Donc tu disais quoi ? Tu disais que...
Le fait d'aller s'intéresser, Ah oui, oui, finalement. voilà, d'accord. Oui, et ben ta conscience est tout d'un coup, mise en contact avec deux ordres de phénomènes. D'une part, le soi, avec un S majuscule, comme l'appelait Jung, c'est-à-dire ton âme, quoi. Quelque chose de beaucoup plus large que ton petit ego, qui n'est qu'une petite inclusion mise là dans un but de survie ou de défendre un petit territoire, mais qui est rien par rapport à ce que tu es réellement, un être qui a une étincelle divine en lui, enfin une étincelle de la grande conscience, qui est reliée à la grande conscience, qui relie tout d'ailleurs, et qui est capable d'amour, qui a une partie de toi qui est capable d'un amour incroyable. Mais elle est souvent recouverte parce qu'il a fallu s'adapter, on était traumatisé petit, on nous a dit ceci, on nous a dit cela, hein, On s'est limité. On s'est limité une toute petite partie, et qui est pas la plus belle, hein, en plus, hein, l'ego. Et quand la membrane de l'ego se déchire, en tout cas, qui s'élargit et qui est reconnecté ta propre grande conscience, ton âme, ou à la grande conscience. Hein, il y a trois mondes. Il y a le monde de l'ego, le petit moi. Il y a le monde de l'âme. Alors dans le monde de l'ego, moi c'est moi et toi c'est toi. Oui. On est séparés. Dans le monde de l'âme, ou du soi avec un S jungien, moi c'est toi et toi c'est moi. On se rend compte que en te parlant, je me parle et que tu es un bout de moi qui vient d'un rayon qui m'est envoyé pour compléter l'information dont je manque. Enfin, et on est attiré par ça l'un vers l'autre parce qu'on est le bout d'une même âme, quoi. Puis il y a le troisième niveau il y a ni toi ni moi, il y a plus toi, il y a plus moi, il y a elle ou lui, la conscience. Ouais. Il y a un finalement. Voilà. Et là, on est dans le monde de l'esprit avec un gros E majuscule. Ouais. Donc, premier monde, le monde de l'ego. Deuxième monde, le monde des esprits avec un petit E, ou des âmes. Ouais. Troisième monde, le monde de l'esprit grand E, celui à la fondation de tout, dont on est le rêve, dont on est la créature. Et on est nous-mêmes créateurs parce qu'on a une partie de lui qui est en nous. Donc on interagit avec lui. Si on n'avait pas cette partie de lui en nous, on ne pourrait pas interagir avec lui. Il y aurait lui qui est intelligent. Oui, ça serait séparé pour le coup. Et nous qui sommes de la matière bête et inerte et qui ne peut rien faire avec. Donc c'est ce qui nous permet de tendre le miroir à la grande conscience et qu'elle se réverbère en nous, c'est justement qu'on a une partie de conscience en nous, de cette conscience originelle, qui certes se manifeste sous forme limitée, l'ego, parfois uniquement l'ego, malheureusement parfois, mais qui existe bel et bien. L'ego est capable de faire des prises de conscience aussi, quand même, donc de se transformer. Mais là, tu es mis en rapport avec bien plus grand que toi. Tu vois bien que ta petite conscience actuelle, ce n'est qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Ouais. Et que ce quelque chose de beaucoup plus grand ne meurt pas. Parce que en état de conscience élargie, tu perds la notion de temps et d'espace. Tu t'aperçois que c'est des créations, là encore, faites par l'ego pour mesurer, objectiver, se repérer dans quelque chose d'immense, et que lui, il a besoin de balises, donc il se crée des objets, des mesures. Mais en elle-même, elle n'existe pas. Dans ces états élargis de conscience, ou comme dans les changements imminentes, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a qu'un éternel présent. Ouais. Et tout est partout. Et du coup, là, on voit bien, comme tu dis, on va contacter un monde qui est plus grand, le monde de l'âme. Tu parlais de cette flamme aussi, cette étincelle, ce qui fait que, selon peut-être ce qu'on expérimente, on revient avec une envie de peut-être de vivre d'autres choses, de vivre différemment, de faire différemment. Est-ce que c'est des choses que tu peux voir ? Donc, du coup, le fait d'aller contacter ces états élargis de conscience nous permet de revenir à la vie avec un autre regard sur la vie, mais est-ce que ça nous donne aussi un autre regard sur la mort ? Oui, parce que déjà, la plupart des gens, par exemple, les 95% des gens qui ont fait des expériences de mort imminente disent « je sais qu'il y a quelque chose après la mort », enfin, en gros, que la mort n'existe pas. Ouais. Vous pouvez dire ce que vous voulez, disent les scientifiques, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je l'ai vécu, je le sais. C'est ce qu'on appelle le caractère noétique des états élargis de conscience. Un caractère noétique, ça veut dire que tu sais très fortement, intuitivement, que tu as contacté une vérité absolue, et que c'est pas par le raisonnement, c'est venu, c'est tombé, et c'est en toi, c'est très fortement. Ouais. Tu sais que c'est une connaissance transcendante qui ne peut pas être remise en question. C'est pas un livre, la Bible, c'est pas des directives d'un maître spirituel qui t'aurait dit fais ceci, fais cela. Ça t'est venu directement, en toi, par expérience. Et c'est plus fort que tout. Tu sais que c'est plus vrai que la vérité. C'est plus réel que la réalité. Ça, ils disent tous ça, les gens. C'est plus vrai que la vérité, c'est plus réel que la réalité. Donc ça, c'est le côté noétique. N-O-E avec un accent comme Noël, très bas, pardon. Okay. T-I-Q-E, noétique. Donc voilà, ils savent qu'il y a quelque chose après la mort, donc ils en sont complètement transformés, ils ont plus peur, et du coup, comme ils ont plus peur de la mort, ils ont plus peur de la vie. Et ils ont plus peur de ce qui se passera après la vie, donc ils sont pas dans le truc, il faut en profiter parce que la vie est courte,
Ils disent, mais la vie, de toute façon, elle continue tout le temps. Mais autant célébrer ça, finalement, je risque rien. Parce que on dit toujours ce qui sous-tend toutes les peurs, même les moins évidentes des peurs, ou toutes les addictions, c'est la peur de mourir. Ouais. Une fois que celle-là, elle s'est calmée, t'as plein de peurs qui se calment au-dessus, quoi. Qui se détendent, t'as plein de choses qui peuvent... Et là, les gens, de toute façon, comme ils ont été mis en phase d'expérience d'un fort amour, parce que l'être de lumière qui vient te trouver, c'est un amour, c'est une lumière aimante ou un amour lumineux, plus fort que 1000 soleils, mais qui ne brûle pas les yeux, qui ne les éblouit pas, mais c'est fait d'amour. Quand tu fais ta revue de vie, tu vois qu'on te pose la question, qu'est-ce que tu as fait pour aimer? Comment tu as su t'aimer? Comment tu as su aimer les autres? Et tu reviens avec une règle, ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi, et ce que tu fais à toi, tu le fais aux autres. Donc tu n'as plus envie de faire du mal aux autres. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans ces contacts avec l'amour, la conscience, ce qui fait que tu as une sorte de... C'est pas de la morale, justement, tu as une sorte d'éthique. C'est même plus que de l'éthique, tu as une sorte de certitude profonde par l'expérience que toi et l'autre, c'est pareil. Toi, c'est moi et moi, c'est toi. Et même au-delà, il y a ni toi ni moi, il y a elle, la conscience. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, t'es plus à tirer ta petite bout de couverture dans ton coin, puis chacun pour soi, vivons heureux, c'est vivre caché pour vivre heureux. Moi, je me mets pas les affaires des autres. Tant pis, ils l'ont bien cherché. De toute façon, c'est les cons. Bon. Je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Tu parlais de la peur de mourir, qui est souvent aussi une peur de vivre. Est-ce que ça t'est arrivé peut-être d'avoir des expériences comme ça avec des personnes qui avaient une peur profonde de mourir et qui, justement, en allant contacter ces états élargis de conscience, sont revenus avec une peur peut-être plus faible ou amoindrie, voire plus de peur du tout de mourir, et une forme du coup de lâcher prise sur d'autres peurs qui se sont aussi dissoutes, comment dire, en effet de ruissellement d'une certaine manière, et qui du coup ont vécu une vie plus apaisée. Est-ce que c'est des choses qui te sont déjà arrivées? Moi, mes premières expériences d'état de conscience, ça m'a fait ça. Ça fait que maintenant, pour moi, c'est tellement une certitude. Quand on demandait à Jung, justement, ou à Kubler-Ross, qui était une psychiatre, qui avait beaucoup travaillé sur les états, les fins de vie, quoi. Les deux, là, qui étaient comme des sommités mondialement connues, et, des personnalités les plus importantes de leur siècle, pratiquement, ils disaient, mais je ne crois pas quelque chose après la mort, je le sais. C'est toute la différence. Quand on dit je crois, bon, c'est une opinion comme une autre, hein, on peut toujours dire, je le sais, parce que tu l'as vécu, tu as plein de choses qui t'y amènent, etc. Donc, je sais que les gens qui ont vécu ces expériences, alors pour l'expérience de mort imminente, beaucoup par témoignage de gens que j'ai pu recueillir ou inviter, oui, ils ont plus peur de la mort, c'est clair, ou très peu. Et ça change tout. Et les psychédéliques, par exemple, là, je suis en train de terminer un livre justement sur les psychédéliques en fin de vie. Parce que justement, et ça, il y a eu plein d'études, alors ça, c'était fait en clinique, en laboratoire, donc ça a été documenté, ils ont recueilli des témoignages, donc il y a du matériel, quoi, clinique, il y a des écrits. Et les gens, quand ils prennent des psychédéliques en fin de vie, pour ce qu'on appelle la détresse anxio-dépressive de fin de vie, d'accord. Ça c'est bien ce que ça veut dire. Hein. Il n'y a plus de sens à la vie, ils sont déprimés, ils ont peur de la mort, de ce qui va leur arriver, ils sont même paniqués presque. Quand ils vivent des expériences d'état de conscience avec psychédélique, là c'est avec la psilocybine, on peut tirer des champignons dans ses études. D'accord. Et puis aussi avec le LSD, en Suisse c'était fait par Peter Gasser, dans les années, il y a une dizaine d'années quoi. Oui, les gens, par des échelles, parce qu'il y a des échelles qui quantifient la conception qu'on a de la mort, la représentation qu'on a de la mort, la peur qu'on a de la mort. Ouais. Et effectivement, les notes aux échelles baissent, ils ont moins peur de la mort. C'est quelque chose qui les soulage de leur anxiété, de leur dépression. Et ils ont plus envie de vivre et de profiter du temps qui reste. Mais pas de profiter du genre, je vais m'acheter des trucs, de profiter dans le sens de vivre intensément de choses simples et belles et liées aux relations avec les autres. Être dans l'être plutôt que dans l'avoir, que dans le posséder. Tout à fait. Donc oui, c'est documenté, c'est scientifiquement montré. Les états élargis de conscience diminuent la peur de la mort et amènent une façon de vivre plus détaché, je dirais, en même temps plus... c'est ça presque plus connecté. Détaché, mais plus connecté. Tous les soucis qui servent à rien, qui sont très relatifs, et connecté avec les plaisirs simples de la vie ou des relations. Et souvent, les gens cherchent, après ces expériences, à améliorer les relations qui étaient négatives ou qui étaient restées conflictuelles, etc.
Donc oui, c'est intéressant ça. Et donc je disais justement, moi je termine un livre là-dessus sur les psychédéliques et la fin de vie. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oh, bah de dire que je profite de mon expérience sur qu'est-ce que c'est la conscience, qu'est-ce que c'est le chamanisme, qu'est-ce que c'est les expériences de mort imminente ou les expériences de fin de vie. Enfin, je conjugue dans ce livre un peu Ouais. l'ensemble des choses que j'avais écrites dans d'autres livres au service de ce sujet-là, quoi, les psychédéliques en fin de vie. Mais aussi donc la conception post-matérialiste, qui est très congruente avec ce que vivent les gens sous psychédéliques, justement, la vision post-matérialiste. Les gens, quand ils prennent les psychédéliques et qu'ils deviennent expérimentateurs, comment on appelle ça, euh, expérimentés, enfin, compétents, voilà, Ouais. qui savent naviguer dans ces états de conscience avec les psychédéliques, ils passent, s'ils étaient au départ dans un modèle matérialiste, ils passent dans un modèle dualiste à la Descartes, puis ensuite à un modèle idéaliste-moniste, enfin, donc post-matérialiste. Ouais. Ça conduit les gens à se dire, bah, ce que je vis, ça valait de l'hypothèse que la conscience est première et que ça ne meurt jamais, que c'est elle qui crée tout, et que ma petite conscience est reliée à cette grande conscience. Ça, Là, ils le tu vivent. parles des personnes qui expérimentent et qui arrivent pour expérimenter, qui n'y connaissent pas forcément Voilà, tout sur à le fait. sujet Il y a et eu des études là, sont qui montrant expérimentent, quoi. que les gens qui consomment des psychédéliques de manière, bien sûr, comment dirais-je, protégée, sécurisée, Dans un cadre bien précis. censée, voilà, accompagnée, avec une intégration après, etc. Ces gens-là changent de modèle de compréhension de la nature de la réalité. Et même s'ils étaient athées, matérialistes et tout, ils deviennent, enfin, pas croyants justement, mais ils deviennent spirituels. Donc, Ouais. ils savent que la conscience individuelle persiste après la mort, etc. Et donc, ils sont dans un modèle de post-matérialiste de compréhension du fonctionnement de la réalité, de la vie, de la mort, etc. Ça se fait spontanément. C'est pas les guides, les gens qui accompagnent, qui leur bourrent la tête pendant les prises de psychédéliques. C'est les gens, parce que justement, c'est des approches où plus la dose donnée est forte, plus on se retire en tant qu'accompagnant, moins on intervient, plus on laisse faire le processus. On fait confiance à l'intelligence de l'âme de la personne, de la substance Ouais. et de la conscience, le champ de conscience qui est autour. Donc on intervient très peu. Donc on n'influence pas. Donc quand il y a des transformations de conception du monde, ça vient vraiment de la conscience de la personne elle-même qui s'est ouverte, qui a pris conscience de certaines choses et qui ensuite rapporte les informations pour transformer au quotidien sa vision de la réalité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les études, par exemple, ces études-là dont je parle, elles ont été faites donc dans les années 2000, 2006, 2010, 2016, enfin bref, il y a eu des différents. Mais elles avaient été faites aussi dans les années 50-60 avec le LSD, Ouais. avant que ce soit interdit pour de mauvaises raisons très politiques. Et là encore, là c'était plutôt Groff qui avait montré ça, mais aussi Panke, enfin d'autres. D'accord. Qui montrait que le LSD c'était très bien pour les douleurs, l'angoisse, l'anxiété, la dépression, le manque de sens, la détresse de fin de vie. Pareil, même chose. Et pourtant... Et avant, excuse-moi, avant eux, Vas-y. il y avait toutes les écoles des mystères grecs, où les gens prenaient un équivalent de LSD, qui était appelé le kykéon, dans le mystère d'Éleusis, par exemple. Parce qu'il y en a plusieurs, hein. Il y a les mystères de Dionysos, les mystères d'Orphée, les mystères... Mais tous, ils avaient une consommation de psychédéliques. À Éleusis, ça a duré combien d'ans 2000 ans presque, hein, les mystères d'Éleusis. Il y a des milliers de gens qui ont été initiés, donc des grands philosophes, Platon, Aristote, puis même des Romains plus tard, Cicéron, etc., des grands tragédiens, Échille, Sophocle, un empereur romain, Auguste, non pas Auguste, raconte un empereur romain, c'est Marc Aurèle, etc. Enfin bref, j'en oublie. Dans les mystères d'Éleusis, les gens consommaient une moisissure de l'orge, alors que le LSD, c'est une moisissure du blé. Ouais. Mais en fait, c'est la même moisissure qui produisait une sorte de LSD, quoi, qui savait extraire par extraction hydraulique, comme on appelle ça. Et les gens prenaient ça, ils étaient initiés au mystère de la vie et de la mort. Et ils disaient que celui qui est mort avant de mourir, c'est vivre. C'est mieux vivre. Et c'est mourir aussi. Et les descentes, dans les descentes initiatiques dans le monde des enfers, de l'Hadès, de l'Hadès, le monde des enfers grecs, comment on appelle ça, j'ai plus flûte. Hadès, c'est le roi qui régnait, Perséphone, la reine. Flûte, peu importe, le monde des enfers, c'est ce qu'on appelle la catabase, la descente. C'était vraiment pour aller dans le monde de la mort et retirer des informations très importantes pour mieux connaître la mort, mais aussi la vie. Et quand tu renais avec ces informations,
ça transformait toute ta vie. Que les mêmes transformations qu'on a évoquées, qu'est-ce que ça amène d'avoir un état énergétique conscient, etc. Ben, c'est exactement ça. Chose qu'on retrouve aussi dans les pratiques chamaniques. Chose qu'on retrouve aussi dans les pratiques chamaniques, avec notamment le démembrement chamanique, mourir en étant complètement éparpillé de partout, coupé, déchiré ou mangé, pour renaître avec un autre corps régénéré, mais avec la conscience, comme ça, qui s'agrandit aussi. Oui, dans le monde chamanique, il y a aussi du travail avec les défunts. Bien sûr. Quand les âmes, du travail de psychopompe, on appelle ça. Quand les âmes des défunts se sont égarées, ou ont voulu rester au plan matériel, ou ont eu peur de ce qu'ils attendaient, et donc sont restés dans des mondes intermédiaires, sous-lumineux, on va dire tout ça, comment accompagner leur âme pour aller les aider à trouver leur juste place, quoi. C'est ça. Et justement, je rebondis sur l'aspect psychédélique parce que, alors, je te posais la question avant en te disant, ben forcément, j'imagine qu'il y a des personnes qu'on pourrait, je sais pas, dire terre à terre, qu'importe, ou cartésien, même si est-ce que ces mots ont réellement un sens, qui vont dire, bah oui, mais il n'y a pas de preuve. Et là, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui se disent, bah ouais, mais on parle de LSD, de psychédélique, même si tu l'as dit, ça rentre dans un cadre bien particulier d'expérience. Alors là, c'est une question très personnelle. Comment on arrive à expliquer que ce qu'on appelle de base des drogues viennent finalement nous permettre de contacter un état qui est élargi de conscience et qui nous permet de mieux comprendre la vie? Ça peut nous sembler, d'un œil extérieur, complètement contre-intuitif. C'est très simple. Si on prend l'idée que le cerveau, c'est comme un poste de radio. Ouais. Il a un filtre, il prend qu'une partie des programmes. Ouais. Si tu te baisses sur une chaîne, tu peux pas écouter tous les autres en même temps, sinon tu ne comprendras plus rien. Ouais. ou bien qu'il n'a la puissance que de capter un certain nombre d'ondes, mais pas assez pour capter d'autres choses, d'ondes qui viennent de Russie ou je ne sais pas d'où, etc. Les psychiques, c'est ça qu'ils font. Ils augmentent la puissance du poste, ils augmentent le nombre ça s'appelle la neurogénèse, d'ailleurs, des neurones qui sont stimulés, qui croissent. Donc ils augmentent là les transistors, les capacités de connexion des transistors entre eux et la puissance de réception des transistors. Ils augmentent l'antenne, la parabole qui va servir à recevoir les programmes. Mais les programmes eux-mêmes, c'est pas eux qui les créent. C'est pas eux qui en fait, les programmes, ils sont toujours là, mais on peut mieux les capter. Voilà, tout à fait. C'est pour ça ça stimule les capacités de réception-transduction, ou ça diminue la qualité de filtre, ou ça modifie le filtre du cerveau, c'est tout. Donc c'est pour ça que quelque chose de physique peut devenir quelque chose de conscient. C'est pas parce que c'est le physique qui crée la conscience. C'est juste qu'en modifiant le physique, on augmente les capacités de connexion à la conscience. C'est très différent comme modèle. Et c'est pour ça que c'est pas du tout étonnant. Ouais. C'est parce que d'un œil extérieur, ça peut nous paraître oui, parce qu'on pourrait dire que c'est artificiel. On va dire, justement, là, les physiques, ça prouve que c'est des conneries, parce que les gens, ils hallucinent sous psychédélique, et du coup, c'est des hallucinations, tout ce que vous dites, puisqu'ils vivent les mêmes choses que quand ils... Et non, c'est simplement qu'on crée les mêmes phénomènes avec la méditation. La méditation agit sur les mêmes récepteurs, molécules, neurones, parties du cerveau, les mêmes. Simplement, ça va moins vite, c'est moins puissant, parce que là, avec le physique, on stimule massivement, sans effort, et tout le monde sait le faire, et il n'y a pas besoin de 20 ans d'entraînement de méditation. Mais les deux sont croisés. On sait que les gens qui prennent les psychiques, ensuite, savent mieux méditer, et on sait que les gens qui ont un entraînement préalable à la méditation, ils savent mieux naviguer dans les espaces psychédéliques. Donc les deux se renforcent, hein. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas un qui est vrai, la méditation, et puis l'autre qui est faux, les psychiques. Non, c'est le même phénomène, simplement, les psychiques permettent d'accélérer ce phénomène. Et je rebondis sur ce que tu dis. Tu viens de dire avec les psychédéliques, on peut dire qu'il y a cet aspect hallucination. Mais comme parfois avec... en tout cas, je parle de ce que je peux, moi, pratiquer, la pratique chamanique, on va nous dire, bah oui, mais c'est ton imagination. C'est toi qui as créé, c'est toi qui as pensé. Alors, évidemment, mais... Et on en revient encore à cette notion de preuve avec des guillemets. Non, mais ça veut rien dire. Parce que si tu prends l'idée que le cerveau, c'est comme un poste de radio ou comme une télévision qui reçoit des ondes. C'est vrai que pendant que tu regardes la télévision, tu as des images. Mais c'est pas toi qui les as créées, hein. C'est pas ton poste de télévision. Mais c'est vrai que tu peux rajouter tes propres images. Je pense que quand tu vois un truc à la télé, si ton voisin le regarde en même temps, le même programme, il verra peut-être des détails que tu n'as pas regardé, il verra des choses à sa façon, avec son filtre, et donc il verra pas tout à fait la même chose que toi. Donc ça, son imagination a joué sur l'image. Mais à jouer sur, pas à créer. Intéressant. Et d'ailleurs, on dit toujours dans les voyages chamaniques qu'on s'en fout que ce soit 10% de vraie vision venant d'autre part et 90% de création personnelle, ou l'inverse, que ce soit 90% de vraie vision puis 10% de... On s'en fout. Parce que c'est pas par hasard si tu as eu telle ou telle imagination. De toute façon. Moi, je dis c'est un peu souvent... l'interface qu'a eu l'esprit avec toi, il t'a fait avoir telle ou telle imagination pour te parler. Donc peu importe. C'est ce que je dis souvent en me disant, mais
en réalité, qu'importe, est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que ça a du Oui, alors sens? Est-ce que ça t'aide peut-être à comprendre certaines choses, à avancer, Ouais, moi j'irais plus loin. Alors évidemment, on peut dire ça, l'approche très pragmatique, hein. C'est-à-dire, c'est l'effet que ça fait qui compte, c'est pas comment c'est fait. C'est vrai. On reconnaît l'arbre à ses fruits, on s'en fout des racines quelque part. Ouais. Bon, mais moi je vais au-delà, je dis non, c'est quand même pas un hasard, c'est une synchronicité. Ouais. Si on a eu tel imaginaire, parce que notre imagination, elle peut faire plein de choses. On peut imaginer dans toutes les directions. Pourquoi ce jour-là, on a choisi d'imaginer ça, ça et ça? C'est parce que notre imagination était attirée par un champ qui est extérieur à elle, indépendant d'elle, qui est l'esprit qui nous contacte ou la partie de la réalité qu'on contacte, et qui nous fait avoir telle ou telle imagination. Donc, effectivement, le point d'appel, cette entité autonome, par exemple, si tu vois un esprit, il attire ton attention et il attire certains éléments de ton imaginaire, et tu l'enrobes de ça. Tu dis, ah bah ouais, bah c'est moi qui l'ai pensé comme ça. Ouais, mais d'accord, mais c'est pas pour rien. T'as envie de penser plein d'autres choses, c'est ça que t'as pensé, c'est pas autre chose. Donc, c'est qu'il y a un sens derrière ça. Et voilà. Ouais. Donc, alors, les gens qui disent, mais j'y crois pas, on leur dit, mais on ne vous demande pas d'y croire, on n'est pas dans une église, on n'est pas dans une religion. Faites l'expérience. Donnez-vous les moyens d'étudier ça avant d'avoir un avis. Oui, c'est vrai. Si tu dis, quelqu'un qui ne sait pas nager, qui dit, oh, moi, je ne saurais jamais nager. On lui dit, vous avez déjà pris des cours? Je dis, ah ben non, mais de toute façon, je ne saurais jamais. Prenez des cours déjà, après vous verrez, peut-être que c'est vrai. Vous êtes peut-être l'un des rares. Et Michael Harner, l'anthropologue américain, disait, c'est très bien le chamanisme pour les sceptiques. Parce que il y a toute une méthode, ils peuvent essayer. Et souvent, quand ils essayent, ils l'adoptent parce qu'ils voient que c'est autre chose que ce qu'ils pensaient que ça soit. Donc, on ne dit pas aux gens croyez, on dit faites l'expérience. Donnez-vous la peine, puisque vous avez fait le chemin d'aller agresser quelqu'un en disant c'est faux, c'est une connerie. Faites le chemin aussi complémentaire de respecter l'autre et d'essayer de comprendre son point de vue en vous mettant dans les mêmes conditions que lui. Descendez dans le laboratoire des états élargis de la conscience, après vous verrez. C'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'aime ce principe-là de dire, en fait, essayer. C'est comme un enfant qui dit, j'aime pas. Voilà, juste goûte. Et si vraiment t'aimes pas, tu mangeras pas. Mais là, en tant qu'adulte, on est parfois pire que les enfants. Parce que quand c'est pas matérialiste, non, c'est pas la peine, c'est des conneries, mais je sais très bien, etc. Parce qu'on a tous nos conditionnements, justement, comme tu le disais tout à l'heure, et on est encore plus rétréci que quand on est petit, où pour le coup, le champ des possibles est quand même plus vaste en tant qu'enfant. Et on est tellement réduit que, finalement, on ose, j'allais dire, non, je pense que je peux dire, on veut même pas se donner la peine rien que d'essayer d'expérimenter. Et après, le libre à chacun de se faire son aise. Oui, c'est comme, je sais plus si c'est Galilée ou Copernic, je sais plus, qui disait aux doctes, aux savants de son époque, mais regardez dans le télescope, vous verrez que c'est vrai ce que je dis. Je dis non, ça ne nous intéresse pas. Alors si tu regardes pas, évidemment, tu vas pas voir. Hein. Il y a rien de pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Hein. Mais c'est pas parce que tu veux pas voir et que donc tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Oui. Faut pas confondre. Donc les gens qui disent il n'y a pas de preuves, c'est les gens qui souvent ne sont pas allés consulter les travaux post-matérialistes, qui sont des travaux scientifiques, mais post-matérialistes, qui n'ont pas consulté les travaux, qui n'ont pas été voir vraiment ce que c'est que l'expérience de mort imminente et tout. Et de là où ils sont dans leur ignorance, ils préfèrent dire non, ça n'existe pas, je ne vois pas. Tu vois, c'est comme si tu fermais les yeux, je te dis mais tu n'existais pas, je te vois pas, Olivier. Mais je suis toujours là pour toi. Je te dirais, ouvre les yeux au moins si tu... Je suis d'accord. Mais du coup, est-ce que tu penses que ça s'explique par une peur de la mort? Enfin, oui, en proche, je pense qu'il y a plein d'explications, j'imagine. C'est très étonnant. Les gens ont peur qu'il y ait quelque chose après la mort, quoi. Enfin, à la fois, ils ont peur qu'il y ait le néant, ça fait partie des grandes peurs. Et en même temps, paradoxalement, ou parallèlement, je sais pas, on pourrait dire, ils ont aussi peur qu'il y ait quelque chose. Parce que là, oh là là, mais alors s'il y a quelque chose et que j'ai mal fait, je vais te juger. Et s'il y a quelque chose et que c'est les enfers. Et s'il y a quelque chose et les gens qui m'ont fait du mal ou à qui j'ai fait du mal, je les revois et je leur dois des comptes et qui viennent me titiller l'esprit, là, tu vois, je veux dire. Puis, oh là là, je croyais être tranquille parce que bon, la vie sur Terre, c'est bientôt fini, mais alors s'il y a encore des mondes et des mondes à expérimenter. Et si je me plante aussi comme je me suis planté sur Terre dans ces mondes, ah non, me dites pas qu'il y a quelque chose, dites-moi qu'il n'y a rien, s'il vous plaît. Tu vois, il y a aussi ça, cet aspect. Donc en fait, on a peur qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait rien, on a peur. On a peur. Ouais. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et un peu comme beaucoup de gens, ils appréhenderaient si tu leur disais, écoutez, vous avez gagné un voyage, bonne nouvelle, moins bonne nouvelle, vous n'avez pas le choix de le refuser. À n'importe quel moment de votre vie, on peut vous y emmener. Il y aura une sorte d'escadron qui va vous rapter, puis qui va vous mettre dans un avion. Vous aurez les yeux bandés, vous ne saurez pas où cet avion va, vous ne serez pas préparé ni au langage, ni à la monnaie, ni aux habits qu'il faut avoir. Si vous êtes en hiver en France et puis qu'on vous rapte à ce moment-là, puis qu'on vous emmène en Colombie, vous serez en Colombie avec vos habits d'hiver. Et là, à mon avis, le fait de voyager, d'avoir gagné un voyage gratuit, tu serais moyen contente. Je suis d'accord. Et pourtant, c'est un voyage.
Et pourtant, c'est Mais un tu n'es pas prêt, voyage. tu ne sais pas ce que c'est, on t'a jamais rien dit dessus, ça peut t'emmener à n'importe quel moment, tu n'as pas le temps de t'y préparer, tu sais, c'est un peu comme la vie, Mmh. quoi. Mais j'aime bien cette notion-là. J'ai assisté à une conférence de Charles Pépin il n'y a pas très longtemps et il a eu quelques mots sur la mort, mais sa conférence n'était pas sur ce sujet-là. Et il disait finalement, on n'est jamais prêt, et ça, je suis tout à fait d'accord, mais on peut au moins s'y préparer. On ne sera Oui, pas prêt, mais si on expérimente par exemple des états modifiés de conscience, si on s'intéresse, rien qu'on lit, on se documente pour essayer de voir, tu parlais du post-matériel, il dit, tiens, je vais aller voir un petit peu ce qui se dit. Peut-être qu'on peut venir travailler cette peur de la mort et tu nous en as donné aussi des éléments, je vais pas dire des preuves, mais en tout cas des éléments pour nourrir la réflexion de chacun et de chacune sur ce sujet-là. Et finalement, on sera peut-être pas prêt, mais on sera peut-être un peu plus préparé parce qu'on aura déjà un peu bah, des informations sur ces on peut y points. être prêt. Les Tibétains, par exemple, ils se préparent depuis la naissance, ils savent très bien naviguer dans ce qu'ils appellent les bardos, c'est-à-dire les Oui, états de la conscience qui est après la mort, les différents mondes de conscience, pour pas être piégés et aller vers la claire lumière, c'est-à-dire oui. justement la conscience originelle, sans aller dans des mondes qu'on a créés, co-créés avec notre conscience et dans lesquels on s'abîme, on se perd comme des labyrinthes parce qu'on est par nos obsessions et nos craintes font on s'est recréé des enfers hors terre, c'est-à-dire bon bref. Donc eux ils apprennent à bien naviguer tout droit et pas perdre l'étoile polaire. Mais même les occidentaux, quand tu regardes le grand écrivain justement que j'ai cité, Aldous Huxley, Oui. il a assisté sa femme, sa première femme qui est morte, il l'a assisté à mourir dans la spiritualité et il a demandé à sa seconde femme au moment de sa propre mort parce qu'il s'y est entraîné, hein, d'utiliser un texte justement qui venait du Bardo Todol, le livre des morts tibétains, pour aller dans la lumière. Et sa femme lui a donné du LSD au moment où il allait partir. Et elle l'a accompagné par la vie en disant tu vas plus haut, tu vas plus loin, tu vas dans la lumière, tu ne t'arrêtes pas. Elle l'a entraîné à justement aller dans ces mondes de félicité, Satchitananda, de claire lumière, etc. D'esprit qui se détache des conditionnements, des contingences, des peurs. Donc, Aldous Huxley, il est mort sous LSD avec sa femme qui usait des extraits de texte du Bardo Todol qui avait été repris par Timothy Leary, parce que Timothy Leary, c'est un psychiatre américain, psychologue américain, excuse-moi, qui avait un peu trop démocratisé le LSD. Donc, C'est l'écrivain du Serpent Cosmique, je dis pas de bêtises. Pardon? Ah non, c'est Jeremy Nerby. C'est quoi le titre de son livre j'ai plus le titre de son livre à Il écrit plein de Timothée. livres, hein, Timothy Ouais, Leary. il y en a un qui est très connu. En tout cas, celui dont je parle, c'est celui où il reprend le livre des morts tibétains, mais mis à sauce psychédélique. Ouais. Et comment justement ne pas errer, s'égarer dans des mondes où il y a des esprits qui soi-disant sont maléfiques, mais qui sont des constructions, etc., mentales, etc. Comment aller vers les mondes de la claire lumière, hein, c'est pareil. Donc Huxley était au courant de ça et il s'est resservi de ça pour être accompagné lors de sa propre mort. Donc tu vois, même des occidentaux non bouddhistes de naissance peuvent se préparer réellement à la mort, parce que quand tu meurs d'une maladie un peu chronique ou qui laisse le temps de voir que tes jours sont comptés, là tu peux te préparer. Et c'est là que les psychédéliques d'ailleurs peuvent être très intéressants, parce que des gens qui n'avaient aucune notion que la conscience pouvait persister après la mort, en tout cas qui n'avaient jamais touché leur propre conscience à fond, là ont l'occasion de le faire, et de même changer leur vision. C'est quelque chose auquel tu as assisté tout à l'heure. Tu parlais de l'aspect psychédélique pour les personnes en fin de vie qui revenaient avec moins de peur de la mort. Est-ce que du coup tu as accompagné ou est-ce que tu as des témoignages? Oui, ça m'arrivait alors dans des pays où c'était autorisé, donc pas en France, d'accompagner. Comme je l'avais pas mal accompagné à une époque, j'ai eu, je veux dire, au moins 3 personnes qui étaient en fin de vie vraiment. Et pour lesquelles c'était vraiment très touchant, très beau, très émouvant, très... Ça a modifié leur vie, ils me l'ont dit, les accompagnants, parce que les 2 sur 3 étaient accompagnés, parce ils avaient déjà du mal à se déplacer, etc. Leur famille aussi. J'ai eu des mots touchants quand ils sont morts. Donc ouais, c'était dans la grâce, quoi. C'était fondamental de vivre ça. Avec quelque chose de plus apaisé, de plus léger. Oui, bien sûr. Et puis plus les mêmes réflexions, plus les mêmes intentions, plus une autre envie de préparer la fin de vie, quoi. Quelque chose de beaucoup plus pas constructif, mais si on pourrait dire constructif, mais c'est positif, hein, c'est pas les bons mots non plus, ça tourne autour de ça. Heureux de pouvoir avoir ce temps pour faire les choses différemment de ce qu'ils auraient fait s'ils étaient restés dans leur noirceur, leur détresse, leur peur, leur... Et c'est intéressant, tu disais que ces personnes, en tout cas pour 2 d'entre elles, étaient accompagnées. Est-ce que ça a eu un impact sur les personnes qui accompagnaient et qui étaient peut-être encore dans la force de l'âge? Oui, la personne n'avait rien pris, la accompagnante, mais c'est vrai. Oui, tout à fait, ça.
être des spectateurs de ça et d'accompagner quelqu'un, même juste psychologiquement, et de voir les retombées que ça sur la personne, oui, ça transforme aussi l'accompagnant, bien sûr. Comme ça transforme les familles indirectement. Mais d'ailleurs, il y a des protocoles dans lesquels les gens proposent que la famille prenne les psychédéliques avec le mourant, prennent eux aussi dans une séance commune, pour partager un peu cet espace de conscience élargie et voir que oui, eux aussi commencent à penser que c'est peut-être pas si dramatique que ça la mort et qu'il peut y avoir autre chose. Et aussi peuvent comprendre les révélations et les transformations que subit le mourant au contact des psychédéliques. Ou même pendant certaines séances, la famille et les mourants peuvent élaborer des rituels qui seront à faire pendant la mort. Ils ont des idées qui leur viennent, des inspirations, des symboles qui leur viennent pour, quand la personne sera juste au seuil de la mort, faire ces rituels pour l'accompagner. Ou après sa mort, alors que pendant les 72 heures, il est encore là, d'après ce que disent beaucoup de médiums testés scientifiquement, disent qu'il y a 72 heures où la conscience individuelle est encore proche de la Terre et peut se connecter ou plus facilement surveiller ou voir ce que font les vivants, donc sensibles à ce que leur fait leur corps, etc. Donc il y a aussi des cérémonies qui peuvent se faire dans ces 72 premières heures pour profiter de l'état élargi de conscience du défunt, puisque là, il a vraiment des élargis de conscience, lui. Et peut-être des autres qui ont vécu une expérience psychédélique avec lui et qui ont des réminiscences et des flashbacks, mais positifs, de ces états élargis de conscience et qui peuvent donc mieux communiquer avec le défunt ou admettre qu'il est peut-être possible de communiquer avec le défunt. Donc, quand on admet qu'il est peut-être possible, ça fait qu'on est capable d'observer quand il y a des contacts et de les repérer plutôt que de les ignorer ou de les rejeter en disant non, c'est pas... Je délire, mais parce que c'est... Non, c'est pas un délire, c'est vraiment... C'est bien aussi cette notion du peut-être, du pourquoi pas. C'est déjà un début de porte ouverte, en fait, se dire... moi, je sais que j'ai fait une licence de psycho et il y a un truc qui m'a toujours agacée quand j'étais jeune avec certains profs, c'est que quand je parlais, alors plutôt dans les TP ou dans les TD en petits groupes, voilà, on parlait d'une théorie, de quelque chose. Et si on pensait comme ça, le « et pourquoi pas », le « et peut-être », je suis tombée sur plusieurs profs, et c'est pas grave, je leur en veux pas, mais qui me disaient, c'est tout, c'est la théorie, c'est la théorie. Et ça me faisait dresser les poils en me disant, mais alors, ok, j'entends que c'est la théorie aujourd'hui, mais cette théorie, demain, tu t'en parlais tout à l'heure, elle sera peut-être plus bonne parce qu'elle aurait été remise en question. Mais pour ça, faut bien la remettre en question. Donc, faut bien avoir le et peut-être, le et pourquoi pas. Surtout dans des domaines comme ça, surtout dans le domaine de la psychologie, quoi. Ou voilà, je me dis qu'il y a encore tellement de choses à faire. Les modèles sont tellement dépendants de la culture, de l'époque, sont tellement encore évolutifs, imparfaits, incomplets. Et donc, je me dis, auditeur, auditrice, dites-vous juste, à votre niveau, le et pourquoi pas, et le et peut-être, et si j'allais essayer, si j'allais expérimenter, justement, un état modifié de conscience, qu'est-ce que... voilà, j'allais dire au pire, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais au pire, ça m'apportera rien, au pire, il se passera rien de différent. Et au mieux, il y a peut-être quelque chose qui évoluera dans ma vision de la vie, dans ma vision de la mort, les deux étant liés, comme on en a parlé depuis tout à l'heure. Et voilà, en tout cas, je voulais vraiment te remercier, Olivier, pour cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu souhaiterais rajouter ou avoir peut-être une phrase de conclusion sur tous ces sujets, peut-être un message qui te tient à cœur de passer sur ce et peut-être, ce et alors, ou sur ton prochain livre? Qu'est-ce que tu as envie de nous rajouter? Moi, j'aurais envie de dire une phrase qui est très simple, mais qui est trop simple. Parce que ça fait très New Age, ça fait très rabattu, ça fait très oui, tu sais, le monde de oui. Mais j'aurais tendance à dire que la conclusion de toutes ces expériences, c'est n'est réel que l'amour, en fait. Voilà. Trouver en soi la partie qui sait aimer, qui est une héritière directe de l'étincelle divine qui est en nous, trouver cette partie, lui donner le leadership, celle qui a la boussole, celle qui a le GPS, celle qu'on peut suivre et qui nous conduira inévitablement vers encore plus de possibilités d'aimer. La peur, évidemment, c'est le contraire de l'amour, ou le contrôle, c'est l'inverse de l'amour, ou le manque de foi, le manque de confiance, c'est l'inverse de l'amour. La peur peut te faire croire que ce qu'elle produit est réel. En fait, elle a le même rapport à la lumière que l'ombre. L'ombre n'existe pas en elle-même, c'est juste un arrêt momentané de la lumière. Si tu déplaces l'obstacle, l'ombre s'efface, elle n'existe plus. Donc ça a l'air très réel, l'ombre, mais en fait c'est un artefact. Donc dans le monde d'où l'on vient, divin, il n'y a pas de peur. Rien de ce qui est réel ne peut disparaître.
ne peut être affecté. Et l'amour est vraiment la force qui est la force de création dans l'univers, qui est la force qui rassemble ce qui a été divisé, qui fait retravailler ensemble ce qui a été dissocié, qui rappelle à l'ordre dans le bon sens du terme, pas le sens autoritaire, mais dans le sens, on réaligne tout. Ouais. Tout ce qui avait été fragmenté et dissocié, séparé, elle est en permanence à l'œuvre, quoi, en permanence. Et pour les Grecs, Eros, avec un E majuscule, pas le petit Eros avec son arc avec un E minuscule. Eros, c'est une force fondamentale de l'univers. On le dit pas souvent, ça. Hein, et Eros et Thanatos, c'est les deux formes les plus importantes de l'univers. Mais Thanatos dépend d'Eros. C'est pas pour rien que le podcast s'appelle Oli et Thanato. Ah oui, d'accord. Et ça va comme ça? Ouais. Donc voilà ce que je voulais dire. Et c'est ce que ça m'évoquait aussi, c'est que finalement l'amour est là dans la vie, mais aussi dans la mort. Tu parlais tout à l'heure un peu des médiums. Alors, il y a plein de choses qui sont dites, mais il y a un point que la plupart des médiums disent, c'est que les défunts aiment, il y a toujours cet amour aussi dans la mort, dans la vie après la mort. Ils aiment plus, ils aiment mieux. De manière plus élargie. Ah ouais. Ils sont plus spirituels souvent, dans les deux sens du terme, parfois drôles et parfois conscients d'autres réalités que nous, auxquelles nous, on n'est pas reliés pour l'instant et qu'eux maintenant connaissent. Alors tous les gens qui ont étudié scientifiquement, vraiment de manière reconnue scientifiquement, avec des protocoles comme Julie Béchel, le prof de psychopharmacologie, donc ça savait très bien faire des protocoles de recherche, et puis un autre dont j'ai oublié le nom mais qui est hyper connu, il montre effectivement que quand la plupart des défunts sont dans l'amour. C'est-à-dire s'il y a eu un conflit, s'ils sont en tort, ils demandent pardon, ils réparent. Si jamais on leur a fait du mal, ils sont prêts à pardonner. Ils ont des paroles de sagesse. Pas tous les coups, pas dans les esprits qui sont morts dans des conditions très très négatives, qui peuvent parfois être dans le trouble encore, et qui ne peuvent pas amener de réflexions aussi belles, genre des gens qui sont suicidés ou qui sont restés attachés à un endroit parce qu'ils ont été assassinés, ou qui ne sont pas rendus compte qu'ils étaient morts parce qu'ils sont morts tout d'un coup suite à un accident qui leur est arrivé, qu'ils n'ont pas eu le temps de voir ce qui se passait, ou parce qu'ils sont très attachés matériellement ou avidement à un endroit, etc. Bref, mais que dans la plupart des cas de contact testés et validés en laboratoire, qui donnent des informations que le sujet n'avait pas lui-même, le consultant, ou parfois en tout cas des choses qui sont vérifiables ou vérifiées, que c'est de l'amour souvent. Les contacts, comme dans les expériences de mort imminente, tu as 90%, c'est des expériences très 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 positives, et les 10% qui peuvent être dites négatives, c'est simplement parce qu'il y a un travail de compréhension et de traduction et c'est utile. C'est comme les bad trips avec les psychédéliques, c'est pas des bad dans le sens où si c'est bien accompagné, ça peut être un matériel très intéressant qui a permis grâce à la souffrance, d'émerger et d'être traité. En thérapie, il faut battre le fer quand il est chaud. S'il est froid, ça sert à rien. Donc, pour qu'il soit chaud, il y aura un peu de souffrance pour la psychothérapie. C'est pareil dans l'état élargi de la conscience. Et il y a de la sagesse dans la souffrance aussi. Voilà. Et c'est pas du tout facile, tout beau, tout rose. Bien sûr. Mais c'est la vie n'est pas toute belle, en faisant toute face rose, à ça, en accueillant et en étant aidé, que ça se transforme et que ça devient quelque chose de guérissant, au contraire. Et pas quelque chose de retraumatisant ou une cicatrice purulente qui n'en finit pas de s'écouler. Non, ça, c'est nettoyé par l'accueil dans la conscience et la compréhension, l'acceptation, le pardon de soi-même ou de l'autre, etc. Enfin, il y a plein d'étapes de transformation, mais elles partent de cette souffrance. On veut pas... Si la souffrance est là et qu'on creuse là, on peut creuser longtemps, on va rien trouver, quoi. Il faut quand même aller à un moment dans la souffrance pour que ce soit valable. Donc, ils ont montré que dans la plupart des cas, il y avait beaucoup d'amour. Et les gens, quand ils font des expériences de mort imminente, ils sont en contact, je vous disais tout à l'heure, qui s'appelle l'être de lumière, qui est un champ d'amour infini. Il dit c'est un amour qui est plus fort que 1000 orgasmes, c'est-à-dire en fait c'est un amour indescriptible. Souvent ces expériences, elles ont un caractère, justement, on dit qu'on peut pas les décrire, on dit qu'on peut pas mettre des mots dessus. On n'a pas toujours les mots. Indicibles. Bien sûr. Inexprimable, parce qu'il n'y a pas le vocabulaire on ne l'a pas vécu sur Terre, l'expérience, donc on ne peut pas donner les équivalents à des gens qui ne l'ont pas vécu. Et justement, comme on n'a pas les mots, libre à chacun d'aller justement expérimenter pour découvrir et trouver peut-être ses propres mots à poser sur cette expérience, même si parfois on les a pas. Mais donc dans le principe, il y a bien un grand champ d'amour qu'on pourrait appeler Eros avec un E majuscule, qui est une propriété directe de la conscience, peut-être la propriété la plus évidente de la conscience. Il y a lumière, connaissance, amour, quoi. Ces trois-là. Et amour, ça entretient, c'est dans la lumière et c'est dans la connaissance. Donc
ça fait partie donc de l'univers, mais aussi au niveau de la psyché de l'individu, au niveau de la conscience individuelle, dans les expériences orientes, on leur montre aussi que leur travail, leur boulot principal, c'est dans les expériences, intégrer la part d'amour qui leur revient, pour eux et pour les autres. Ouais. Donc même au niveau microscopique, l'amour est toujours très important. Au niveau macroscopique de genèse de l'univers, c'est important, et au niveau de réalisation particulière de l'univers dans une petite particule physique, c'est important aussi. Finalement, c'était une conclusion que tu disais assez simple, mais comme quoi, même par quelque chose de simple, on peut en faire aussi, on peut bien la développer, et ça prouve que d'un petit pas peut amener plein de grands pas. Ah bah tout à fait, c'est le Kaizen chez les Japonais. Encore un énorme merci à toi, Olivier. Mais merci Charlène de m'avoir invité. Merci de m'avoir reçu surtout. Au plaisir. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?